Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Géopresse, une émission, comme vous le savez, consacrée à l'actualité politique et économique du pays, voire au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur des sujets qui défraient la chronique. Comme vous le savez, Vital Kamerhe, ancien vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, vient d'être élu et installé comme président de l'Assemblée nationale du Parlement de la République démocratique du Congo. Déjà, plusieurs dossiers sont sur sa table. Nous allons tenter de les analyser, le décrypter au cours de cette émission. Un autre sujet important, c'est la situation sécuritaire à l'est, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la paix est vivement souhaitée dans cette partie du pays qui est en proie aux violences de groupes armés. Et pour en parler, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je reçois des journalistes. J'ai à ma gauche, donc à votre droite, Patrick Ilunga, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir également à mes co-débatteurs ici sur le plateau, bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Alors, bon, Théodore, je vais chez Dieudonné Boanali, qui est journaliste au groupe de presse Géopolis Forum. Bonsoir Dieudonné Boanali. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir aussi à Patrick Ilunga, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et à l'extrême gauche, c'est Théodore Ngandou, aussi journaliste au groupe de presse Géopolis Forum. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un journaliste spécialisé sur des questions politiques que je salue. Bonsoir Théodore. Bonsoir Jojo Moulamba et bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à mes co-débatteurs ici présents sur ce plateau. Que vous avez retrouvé après belle lurette sur le même plateau. Alors, merci, on va démarrer cette émission. Comme je vous l'ai annoncé, Vital Kamerhe est le nouveau président de l'Assemblée nationale du Parlement de la République démocratique du Congo. Il remplace à ses postes Christophe Mbosso, qui a présidé la destinée de cette chambre basse du Parlement pendant plus de 2 ans. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe est président. C'est 15 ans après qu'il a eu à occuper ces postes. Alors, à cette époque, Joseph Kabila était président de la République. Retour aux affaires. Au niveau de l'Assemblée nationale, plusieurs dossiers sont déjà sur la table de Vital Kamerhe, de dossiers chauds. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va suivre ses premiers mots juste après son installation, où il cite non seulement le Rwanda, mais aussi l'Ouganda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancés par M23 dans le cas des déplacés civils à Mugunga dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons, ainsi que toutes les atrocités
qui s'ensuivent s'imposent. Plus elles durent, plus elles causent des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés et chers collègues, les points inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui étant épuisés, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution et aujourd'hui, le point de chute, c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter, mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation car la responsabilité qui est la nôtre est énorme. La séance est levée. Voilà, là nous venons de suivre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, Patrick Ilunga. Vital Kamerhe, 15 ans après. Quelle lecture faites-vous de voir celui qu'on appelle un animal politique revenir encore à ces mêmes postes? Qu'est-ce qu'on peut bien entendre de lui? Je crois que déjà il faut saluer la résilience de cet homme d'État, parce qu'il est passé par beaucoup de choses, mais aujourd'hui il est redevenu, bien il est devenu deuxième personnalité de la République démocratique du Congo derrière le président Tshisekedi. Je crois qu'avec lui, on aura quand même un débat au niveau de l'Assemblée nationale qui sera un débat démocratique, où l'opposition, bien qu'elle est en termes de nombre, nombre, elle est quand même assez réduite, mais elle va avoir droit au chapitre. Je crois que les débats... Il y a un rapporteur adjoint aussi au bureau. Là. Oui, je parle de la plénière, c'est-à-dire au niveau de la plénière, il y a un très grand nombre de députés qui sont de la majorité présidentielle, bien la majorité parlementaire, mais les quelques opposants qui sont là, je crois qu'avec l'esprit démocratique de Vital Kamerhe, ils auront, je crois, le droit au chapitre. Vital Kamerhe, c'est aussi quelqu'un qui connaît, en tout cas étant déjà du Sud Kivu, il connaît l'Est, il connaît les enjeux aujourd'hui dans la région des Grands Lacs, ayant déjà travaillé avec le président Kabila sur ces questions-là. Je pense que peut-être qu'on aura une autre lecture, une autre politique au niveau de la guerre de l'Est, parce qu'en tant que membre du gouvernement, il était obligé de suivre la politique, on va dire, la ligne tracée, les orientations de l'exécutif et du gouvernement. Mais aujourd'hui, en tant que président de corps, président de ce qu'on peut appeler contre-pouvoir, bien que ce n'est pas vraiment un contre-pouvoir par rapport à l'exécutif, il aura, je crois, une lecture un petit peu diplomatique à imposer. Parce que si vous suivez bien, il insiste sur le fait qu'il faut aujourd'hui faire agir la diplomatie parlementaire. Aujourd'hui, je pense que, parce que si vous revenez il y a quelques mois de cela, Kamerhe, c'était parmi ceux qui plaidaient pour le dialogue autour des questions sécuritaires avec les voisins. Justement, à l'époque, je pense qu'il n'était pas très bien compris. Aujourd'hui aussi, il n'est pas, je pense qu'il peut être mal compris. Mais dans sa tête, moi je pense que c'est beaucoup plus le dialogue, pour parler plutôt que le fait de combattre de front. Mais ce qui m'étonne et puis m'inquiète un petit peu, c'est le fait qu'il cite l'Ouganda. Lui, en tant qu'homme d'État, il a forcément des éléments que peut-être que moi j'ai pas. Le fait que lui cite, c'est la deuxième fois qu'il cite l'Ouganda en tant que pays agresseur, mais il n'y a pas une action qui vient derrière, ni... On n'a pas entendu le ministre de la Défense. Là c'était jusque-là un discours, mais Dieudonné Bouanali, le fait de citer l'Ouganda, qu'est-ce que cela peut changer dans les relations entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda? C'est
une déclaration officielle qui n'est jamais sortie de la bouche d'une autorité du pays. Jusque-là, depuis qu'on parle du conflit RDC-Rwanda. Bon, moi, je suis d'accord avec ce que mon estimé confrère Patrick Ilunga a dit, mais à la différence que nous n'aurons pas la même conclusion, j'ai une autre lecture en ce qui concerne sa chute. Je félicite d'abord l'homme d'État Vital Kamerhe pour son élection au perchoir de l'Assemblée nationale. J'ai suivi son discours, ses premiers mots. C'est un homme qui est resté égal à lui-même. Il n'a pas changé. Il a prononcé les mêmes discours, presque, qui lui avait mis en difficulté devant le président Joseph Kabila devenu sénateur sur la question sécuritaire à l'Est. Il n'a pas mâché les mots. Il a désigné sans hésiter les agresseurs de la République démocratique du Congo depuis presque 30 ans déjà. Il a parlé du Rwanda, le pays des mille collines. Il a cité aussi l'Ouganda. Par là, j'aimerais dire, si Kamerhe a cité l'Ouganda, il est jusque-là le seul à l'avoir cité. Ce n'est pas pour nous l'occasion de dire que il n'y a pas d'autres Congolais qui voient l'Ouganda. En tout cas, dans les milieux sécuritaires congolais, on sait aussi que l'Ouganda est parmi les agresseurs. Nos hommes politiques, même le président de la République, vous allez comprendre pourquoi on n'aime pas souvent citer l'Ouganda. Le président de la République le sait très bien. Mais le problème se situe à quel niveau? Vous avez plusieurs agresseurs, certains nous combattent à visage dévoilé et d'autres portent des masques. Et puis, nous ne pouvons pas détruire tout ce que nous avons construit durant les 5 dernières années avec le gouvernement Samalou Konde. Le pays a fait un grand saut vers la marche, vers les retours à la croissance. Si avec Matata Pognon, nous étions presque des chiffres. Voilà, nous étions presque en train d'arriver à la croissance des 2 chiffres. Ni était cette guerre, la RDC allait avoir une croissance des 2 chiffres. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer, d'annoncer aux téléspectateurs que notre croissance est supérieure à 5%. C'est parmi les meilleurs taux de croissance en Afrique. Si nous ne voulons pas citer l'Ouganda, si nous ne voulons pas ouvrir notre front contre l'Ouganda, c'est par souci de ne pas détruire les tissus économiques, de ne pas détruire notre économie actuellement, parce que si nous ouvrons des fronts, on va combattre et l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Mais nous tous, nous savons qu'il y a quelques officiers ougandais et quelques militaires ougandais qui sont des mèches avec la rébellion. On ne peut pas dire que toute l'armée ougandaise soutient les M23, mais ce que Kamerhe a dit là, c'est la vérité. Le problème est qu'il a été un peu diplomate. Mais si le président l'a dit, le chef d'état-major l'a dit, les gouverneurs militaires qui sont à l'Est le disent, l'Ouganda risque de considérer ça comme une déclaration de guerre. C'est une stratégie pour la RDC. Occupons-nous d'abord du Rwanda. Le moment opportun, on va s'occuper de l'Ouganda et des autres pays. Oui, c'est ça la réalité. Alors, on va prendre c'est la réalité. Théodore Ngandou. Bon, beaucoup attendaient aussi Vital Kamerhe. Il y a des bons témoignages de lui lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale il y a 15 ans. Les débats étaient républicains et c'est tout le monde qui avait droit au chapitre. Mais est-ce qu'on peut espérer aussi pour cette législature? Eh bien, je voudrais d'abord placer un petit mot sur le discours que nous venons de suivre tout à l'heure de Vital Kamerhe, dont je salue le retour à l'hémicycle ou au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous avons connu de belles années où cette personnalité politique a donné une bonne image de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, parce que les débats étaient démocratiques et on pouvait assister, on avait du mal à faire les distinguos
entre l'opposition et la majorité. Et il faisait l'effort d'accorder la parole à toute tendance politique. Donc c'est un peu ça. Quand il pointe haut et fort l'Ouganda, on dit, comme le commun des mortels l'a toujours dit, c'est que Kamere a dit tout haut, c'est que les Congolais lambda dit tout bas, hein, que non, l'Ouganda aussi est impliqué. Mais comme Dieudonné Boanal vient de le dire tout à l'heure, officiellement, notre gouvernement ou notre pays n'a pas encore formalisé une communication pour dire aujourd'hui que l'Ouganda nous agresse. C'est encore quelque chose qui est encore officieux. Mais Vital, dans son speech d'antan, un speech officiel. Il a flashé. Je crois que nous attendons voir la suite des événements, ce que cela va donner comme répercussion. Et revenons un peu sur son élection, parce que l'homme arrive dans un contexte où il n'y avait plus de crédibilité au niveau de la chambre basse du Parlement, par exemple en termes d'image. Et tout à l'heure, je viens de suivre son discours sur à l'issue de la remise et reprise tout à l'heure. Il dit par exemple qu'il va se battre pour redorer l'image de l'Assemblée nationale, lui donner ses lettres de noblesse. Quelle est cette image qu'il va donner ses lettres de noblesse? D'abord, j'ose croire que c'est peut-être sur le plan d'abord du débat démocratique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une Assemblée nationale qui accorde la parole à toutes les tendances politiques. Nous n'avons pas besoin, bien que l'union sacrée de la nation est majoritaire à l'Assemblée nationale avec plus de 400 députés nationaux, vous n'allez pas ignorer cette minorité qui a aussi un mot à dire, qui est l'opposition politique. Et cette opposition peut avoir quelque chose à dire sur tout ce qui se passe au niveau de l'hémicycle. Nous osons croire qu'avec l'avènement c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vital Kamere, peut-être, on ne sait pas, quand on le dit, c'est pas pour dire que le bureau précédent n'a pas été à la hauteur. Non, il y a eu de bonnes choses qu'on a pu constater à travers l'exercice du bureau précédent. Mais aujourd'hui, quand même, je pense que c'est un nouveau vent qui va souffler à la Chambre basse du Parlement. Oui, c'est un nouveau vent qui va souffler à la Chambre basse du Parlement, donc à l'Assemblée nationale. Un bureau a été installé déjà et qui sera présidé par Vital Kamere, qui est président de l'Union pour la nation congolaise, et il aura deux l'Union pour la nation congolaise UNC, et il aura deux vice-présidents, Jean-Claude Chilumbayi et puis Christophe Mbosso de la présidence et à la deuxième vice-présidence, et Patrick Ilunga, des dossiers chauds sur la table de Vital Kamere. Les premiers, c'est l'autorisation du bureau à laisser la Cour de cassation à saisir, à poursuivre Nicolas Kazadi, alors ministre de Finances. Comment ces dossiers peuvent être traités d'après vous? Je pense que c'est un réquisitoire qui avait été déposé il y a presque un mois par le procureur de la Cour de cassation. C'est pas seulement le ministre des Finances, qui est par ailleurs élu député, François Robota. Et François Robota aussi. Voilà, les deux ministres, en tout cas c'est dans l'affaire installation de stations de pompage, stations de traitement d'eau et forage. Forage, c'est ça, traitement d'eau. Parfois on dit que c'est traitement d'eau, parfois on dit ce forage. Et puis les lampadaires. Donc ces dossiers-là, ça faisait un mois presque que le bureau d'âge avait été saisi, mais le bureau d'âge n'avait pas cette prérogative-là de soumettre ce débat au niveau de la plénière. Je pense que Vital Kamere, lui-même qui a connu la case-prison, va agir en homme d'État, pas comme certains pensent que ce sera une revanche. Non, ça ne va pas être une revanche. Il va soumettre le débat au niveau de la plénière, et lui, en homme d'État, il ne va pas faire obstruction à la justice. Donc il va autoriser justement que la justice
ouvre un dossier ou bien une instruction à l'encontre des deux ministres précités, c'est pas qu'ils sont déjà inculpés, hein, c'est simplement pour que eux aussi qui sont cités, parce que si vous lisez même la note du procureur, c'est qu'il y a suspicion de malversation, ou bien on va dire des surfacturations, n'est-ce pas, et des détournements de fonds. Et comme ils sont cités, on leur donne maintenant la possibilité de présenter leurs moyens de défense. Donc, comme la justice fonctionne avec ce qu'on appelle la présomption d'innocence, ils iront en tant qu'innocents, mais ils iront présenter leurs moyens de défense. Et je pense que Vital Kamerhe va justement autoriser que la justice poursuive les deux ministres. Donc, c'est une question, à mon avis, une question d'État. Et Vital Kamerhe ne va pas faire obstruction à une démarche qui est une démarche, je crois, légale et républicaine, parce que rappelez-vous que Firmin Mvonde avait déjà interdit le ministre Nicolas Kazadi et Robota de sortir du pays. Et à l'époque, on avait fait une émission ici pour dire que non, il aurait dû commencer par demander la levée d'immunité au niveau de l'Assemblée nationale, donc ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est dans la ligne droite de ce qu'une justice en pays démocratique doit faire. Et l'Assemblée nationale, je crois que ça va être comme une lettre au niveau de la poste, ça va passer. Et le reste, ce sera à la justice de juger. Dieudonné Bouanali, Vital Kamerhe ne fera pas obstruction à la justice dans ces dossiers. Oui, j'y crois. Et surtout que lui-même, il a goûté à la prison. Je ne pense pas qu'il va chercher à ce qu'on puisse envoyer l'Argentine nationale en prison concernant ce qui s'est passé entre les deux dans un passé récent. Vous êtes sans ignorer que le ministre des Finances... Mais il est important que Nicolas la justice puisse les entendre. Oui, j'en viens. Vous êtes sans ignorer que Nicolas Kazadi avait témoigné contre Vital Kamerhe lors du fameux procès 100 jours. Personne n'a oublié son témoignage. Et il y a certains là qui pensent même que Vital Kamerhe garderait une dent contre Nicolas Kazadi. Et comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et c'est l'occasion pour lui maintenant de livrer Nicolas Kazadi. Je ne pense pas que Vital Kamerhe va jeter de l'opprobre sur sa casquette et les qualificatifs des pacificateurs jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il va jouer à la prudence, il va jouer à la sagesse. Et puis, il ne va pas chercher à ouvrir... Quelle peut être la sagesse? Il ne va pas chercher à ouvrir un autre front. Vous êtes sans ignorer qu'il a loupé la mort avec la tentative de coup d'État que le pays a connu, la dernière. Donc, il a encore fraîchement tous ces événements-là dans sa tête. Et il se rappelle du Kamerhe qu'il a été, Théodore l'a dit, Kamerhe qui conduisait bien les travaux, les plénières à l'Assemblée nationale, Kamerhe qui a donné le goût à la jeunesse de suivre l'activité parlementaire, les débats parlementaires. Théodore l'a dit, on ne sentait même pas qu'on était en face d'un parlement, d'une chambre basse composée des opposants et de la majorité au pouvoir. Tout le monde, c'était la défense de la patrie, que ce soit les Kiakwama Kiakiziki, celui qui est décédé là de l'Équateur, Thomas Lokondo, qui Mwandansemi, et j'en passais, c'est Sanga. Voyez, c'était une belle assemblée nationale. Nous pensons, bon, lui il a pris de l'âge, le poids de l'âge, il était encore très jeune. Maintenant nous avons un Kamerhe avec une barbe, poids de sel, les cheveux blancs. L'intelligence est toujours là. L'ambition, la volonté de servir le pays est toujours là. Les qualificatifs des pacificateurs est toujours là. Je ne pense pas, moi je coupe la poire en deux. Je ne vois pas un Kamerhe faire obstacle à l'avènement de l'état de droit. Je ne vois pas aussi un Kamerhe revanchard. C'est dit, bon, moi, comme j'ai été élu président de l'Assemblée nationale, parmi mes urgences, c'est livrer Nicolas Kazadi. Je ne vois pas Kamerhe le faire. Moi, je pense que l'urgence, c'est
Vous connaissez l'état dans lequel se trouve actuellement l'hémicycle. Si vous passez à Lingwala, regardez l'état dans lequel se trouve le palais du peuple. Et il faut pas s'en cacher, c'est un milieu devenu... C'est un milieu à rénover, il y a une insalubrité qui règne là-bas. Et puis deuxièmement, le palais du peuple, on nous dit, nous lisons dans la Constitution, c'est le siège du Parlement qui est bicaméral. Vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat. La Constitution dit que le siège du Parlement est inviolable. Mais vous allez au palais du peuple, c'est devenu les garages, les parkings des sociétés comme Transport au Congo Transco. Vous avez Transacademia qui entrepose les matériels là-bas. C'est là où partent tous les bis. Non, dans quel parlement du monde vous avez déjà vu ça? Je pense avec Kamere, on va enlever tous ces bis-là. Ces sociétés-là ont leur concession. Transco a sa concession à Siforzal, qui est presque inoccupée. Transco actuellement moins de bis. On peut prendre les bis de Transacademia, pareil aussi pour amener là-bas. Il y a aussi les urgences, investir les gouvernements. Auditionner les programmes que va nous présenter Judith Soumino à Toulouka pour que ces gouvernements-là soient investis. C'est ça les urgences, le retour de la paix à l'Est. Moi, je ne pense pas que l'urgence pour Kamere, c'est autoriser et que la justice s'occupe du cas Nicolas Kazadi. Je cite, et surtout que lui-même, il a été innocenté. Je ne pense pas qu'il va aller vite en besogne en prenant cette décision. Parce que lui-même, on l'avait accusé, non, détournement, maison, préfabriqué, par rapport à l'innocente. Pourquoi pas Nicolas Kazadi? Le débat va être soumis à la plénière. À la plénière, c'est pas à lui de décider, mais je dis, vous savez que les bureaux votent l'ordre du jour, et puis le bureau vient les présenter à la plénière. C'est ça la procédure. Je ne vois pas ces nouveaux bureaux ici, inscrits parmi les matières à figurer dans l'ordre du jour, livré Nicolas Kazadi. C'est là où j'étais en train de dire. Donc je n'exclus pas qu'au moment opportun, on va décider. D'accord, dédonné. Théodore Ngandou, vous ne voyez pas aussi un Kamere revanchard? Je ne pense pas qu'il puisse profiter de lots entre eux. Qu'il puisse profiter de sa présence au perchoir de l'Assemblée nationale pour se venger. Mais rappelez-vous que nous sommes dans un État démocratique. Nous sommes dans un État démocratique où Vital Kamerhe lui-même l'a dit quand il est élu issu des primaires au niveau de l'Union sacrée. Il a souligné la séparation des pouvoirs. Nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif. Aujourd'hui, je ne vois pas Vital mettre le roue sur des bâtons dans les roues du pouvoir judiciaire. Surtout que le président de la République, si vous vous rappelez, il a dit que notre justice est malade. Et Kamerhe doit nécessairement s'inscrire dans cette logique de redorer l'image ternie de cette justice dont le garant de la nation lui-même, garant du bon fonctionnement des institutions lui-même, a traité ou qualifié d'une justice malade. Kamerhe devra s'inscrire dans cette logique-là. C'est-à-dire que quand vous avez un procureur général pris la Cour de cassation qui vous soumet un réquisitoire pour lui autoriser d'ouvrir une instruction sur un député national, qu'on ne puisse pas connaître des situations du genre, on doit chercher à geler les dossiers en interne, tout ça, ça va encore davantage handicaper la justice. Patrick l'a dit, quand le procureur fait un réquisitoire, il demande que tel ministre soit entendu, ça ne signifie pas que quand le ministre sera entendu, d'office il est inculpé, ça c'est la première étape, et puis après l'inculpation, d'office on envoie les dossiers en fixation, et puis il est jugé et il est condamné. Non, il y a toujours ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et nous avons connu dans ces pays des procès, la personne part, on entre dans le fond du dossier, on trouve qu'il n'y a pas de preuves qui les culpabilise, et on la quitte. Le président Kamerhe, l'actuel président de l'Assemblée nationale, il a saisi la Cour de cassation en son temps. Et la Cour de cassation a analysé le fond du dossier. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de preuves de tout ce qu'on alléguait sur lui. Et on l'a acquitté. C'est de cet état de droit-là que nous voulons. Pas un état de droit qui reste seulement sur le slogan. Mais il y a un point à souligner, Jojo. Oui. Nous ne devons pas faire la diversion ici. Il faut préciser que le bureau définitif qui vient d'être installé est devant des urgences nationales.
La première urgence nationale, c'est l'investiture du gouvernement. Qui a beaucoup traîné. Alors, aussi. Voilà. Donc, on nous apprend que ces gouvernements pourraient sortir ce week-end. On attend voir. Si le gouvernement est rendu public, je crois que la semaine prochaine, on pourra procéder à son investiture. Donc, il y aura l'audition du programme du gouvernement. Et après, les députés vont procéder au débat. Il y aura vote de ce programme et en même temps l'investiture du gouvernement pour permettre à cette nouvelle équipe d'entrer en fonction et de s'attaquer aux urgences de la République. La situation de l'Est est là. La situation socio-économique du pays est là. Nous avons les taux... un gouvernement que l'Assemblée devra aussi contrôler. C'est ce qu'on n'a pas vu dans la législature passée. C'est pourquoi la remise et reprise que nous venons de suivre tous à travers la presse, que Caméré a insisté sur le fait de redorer l'image de l'Assemblée nationale. C'est pas seulement voter des lois. Lui donner ses lettres de noblesse. C'est-à-dire, nous avons une Assemblée nationale qui est libre d'exercer ses fonctions, d'exercer sa mission. C'est-à-dire, elle a quelques missions régaliennes, le vote de loi, le contrôle parlementaire. Les contrôles parlementaires. Voilà. Sanctionner aussi les gouvernements. Mais ça entre dans les contrôles parlementaires. Quand on vous contrôle, on se rend compte que vous avez mal géré, on vous sanctionne. Qu'on n'ait pas ce qu'on a connu dans le temps, des motions alimentaires. Bon, vous annoncez une motion de censure ou une motion contre une interpellation d'un ministre. Mais après, bon, vous voyez un peu ça. Il faut quitter ces stades-là. Nous devons quand même rééduquer. Après Cameroun, on a vu des assemblées, les différentes assemblées nationales, je voulais dire législatives qui se sont succédées. On a vu des députés se battre. Pendant des plénières, c'est donner des coups. Il faut en arriver c'est devenu du désordre. Permettre à l'Assemblée nationale de faire son travail, mais que ça ne soit pas un contrôle pour contrôle. C'est-à-dire, vous ne voulez pas la tête d'un ministre, Dieu donné un ministre, par exemple, de l'économie. Je ne veux pas la tête de Dieu donné à l'économie. Ça, c'est une prophétie. Je dois initier une motion là pour seulement les discréditer. D'accord. Non, que ce soit des motions, des contrôles parlementaires bien mûris. On sait qu'il y a un problème qui se pose au ministère de l'économie. Dirigeant-on une mission d'enquête ou un contrôle au niveau du ministère? Voilà ce qui doit se passer. Et ça doit se faire selon la loi et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. D'accord, voilà. Merci Théodore Ngandou. On a parlé du nouveau président ou du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi un sujet important qui nécessite vraiment une solution, une question qui reste sans réponse, c'est le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au début de cette semaine, du lundi à mercredi, l'armée, à travers le porte-parole du gouvernorat militaire de la province du Nord Kivu, avons appris que plusieurs localités du territoire de Massissi sont désormais sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Dieudonné Boanali, vous suivez cette actualité. D'après vous, les retours de la paix dans la partie est du pays ne reposent essentiellement que sur les opérations militaires, puisqu'on constate que ça produit des fruits aujourd'hui. Bon, qui veut la paix prépare la guerre. Hein? Ça a toujours été les principes dans toutes les armées du monde. Quand on conseille à Kinshasa la solution politique associée à la solution diplomatique, ces discours-là, c'est dans les milieux politiques, mais pas dans les milieux sécuritaires. Vous n'allez pas aller demander à un haut gradé de l'armée, vous écrivez trop sur le lieutenant général Johnny Luboya, vous n'allez pas aller demander à Johnny Luboya de négocier avec les EDF ou bien les forces de Codeco. Lui, il a été formé comme un militaire. Et la mission d'un militaire de l'armée, c'est de défendre l'intégrité territoriale. En temps de paix, l'armée joue le rôle de l'armée de développement. Il y a des missions de génie civil. L'armée fait l'agriculture aussi. C'est comme ça que nous avons les services nationaux. Les gens qui travaillent là-bas, il y a des militaires, il y a aussi des paramilitaires. Mais lorsque la paix est troublée, lorsque 1 centimètre du territoire national est perdu, ou bien est occupé
par des forces négatives étrangères ou par les armées étrangères, l'armée a l'obligation de rétablir l'ordre et de faire régner l'autorité de l'État. C'est ce qu'on demande en toute armée. Vous ne pouvez pas aller demander aux militaires, non, on parle des négociations. Non. Un vrai militaire ne suit pas les discours des politiques. Un vrai militaire, il suit les discours de son état-major ou bien de son commandant. Mais nous reconnaissons qu'il y a des guerres qui se sont terminées par des négociations, par des accords politiques. Mais nous sommes en face des monstres à plusieurs têtes. Vous allez négocier avec les Rwandais et l'Ouganda. Il y a des ennemis qui nous combattent à visage voilé. D'accord, pour cela, nous allons négocier comment? C'est pour ça que je vous dis, la meilleure solution réside dans notre armée, dans la montée en puissance de notre armée, dans la réorganisation des services de sécurité. L'Israël ne négocie pas. Hein? Patrick Ilunga, c'est la reprise de contrôle de ces plusieurs territoires, c'est déjà un ouf de soulagement pour la population et aussi une voie qui s'ouvre vers le retour de la paix. Non, parce que on est dans cette expression française qui dit on est dans le yo-yo, c'est-à-dire à un moment donné, on est en situation de paix, 2 semaines après, la guerre revient. 3 semaines après, on a retrouvé le village. Mais en réalité, c'est la paix qui n'est pas là parce que les déplacés ne sont pas revenus. Vous apprenez par exemple que le Congo, c'est le pays qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Aujourd'hui, on le compte autour de 7 milliards. 7 millions. 7 millions, voyez-vous. Donc, moi, je pense qu'il faut garder en tête la double stratégie de fight and talk, c'est-à-dire au même temps vous vous battez. Parce qu'il faut défendre le territoire national, au même moment vous laissez une fenêtre de possibilité de parler quand même, parce que si vous regardez même les grandes guerres qu'il y a aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie, ils se battent. Mais de temps en temps, vous avez une délégation qui vient de la Russie et une délégation qui vient de l'Ukraine. Ils peuvent parler sur tel ou tel autre aspect de la chose. Mais depuis un certain temps, on a vu Poutine rompre ces discussions. Oui, mais même les pires guerres finissent toujours autour de la table. C'est-à-dire que même celui que vous avez vaincu, il faut peut-être négocier les conditions de reddition. Patrick Lunga, je vais ouvrir une brèche. Le président William Ruto, le président du Kenya, vient de déclarer au cours d'une interview qu'il a accordée à un média international que le problème de l'Est, la guerre à l'Est qui se pose dans la partie est de la République démocratique du Congo et de M23, c'est un problème de Congolais. Ça ne concerne à rien Paul Kagame. Bon, la remarque que je fais toujours, parce que j'ai quand même assez des contacts au niveau du Kenya, des amis ougandais, eux, ils ont la facilité de prendre parole et de parler du Congo sans maîtriser la question. C'est ça le problème. Le président Ruto a beaucoup d'insuffisance en termes d'information. Il ne connaît pas assez la question. Parce que du moment où nous avons des FDLR ici, hein, prenons ça comme ça, c'est des Rwandais. Et à chaque fois que le président Kagame parle du Congo, il parle aussi de cette préoccupation des FDLR. C'est que la question n'est pas totalement congolaise. C'est qu'il y a aussi en partie aussi, c'est une partie, le Rwanda, parce que déjà, si vous remontez au début du conflit il y a 30 ans, c'est une guerre qui est venue du Rwanda, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire que c'est une question congolaise parce que les différents rapports des experts de l'ONU l'ont dit, les États-Unis le disent, la France le dit. Donc, tous les pays, ce n'est pas seulement la propagande congolaise qui le dit. Donc, je crois que
le fait que le président Ruto soit un peu proche du président Kagame occulte sa vision, en tout cas ne lui donne pas le recul nécessaire pour comprendre la question. Et le fait qu'il le dise dans les médias, à mon avis, il rend un mauvais service dans la région parce que la paix, de plus en plus, elle s'éloigne. Oui, elle s'éloigne, la région va rester toujours instable. Théodore Ngandou, quelle lecture faites-vous? La paix, par quelle voie les Congolais peuvent retrouver la paix, puisque c'est ce qui est souhaité actuellement? Bon, d'abord, je voudrais d'entrée de jeu saluer d'abord les prouesses que nous sommes en train de constater ces derniers temps dans le rang des FARDC, qui, depuis un certain temps, on avait comme l'impression qu'il s'est livré plus à la défensive. Mais maintenant, nous avons des vaillants FARDC qui se livrent aussi à l'offensive, qui lancent l'offensive et qui attaquent les positions des rebelles pour récupérer les localités qui ont été gagnées il y a un temps par les rebelles. Vous savez, le président Tshisekedi, tout au départ, un homme ouvert, il s'est ouvert à ses voisins, il leur a montré la bonne foi, de négocier. Vous voulez venir avoir les minéraux chez nous? Passez par la grande porte, nous allons signer des accords gagnant-gagnant. Vous exploitez, nous aussi on gagne, vous aussi vous gagnez. Les voisins ont cru que cette bonne foi du président Tshisekedi, c'était peut-être de la faiblesse et pour de la naïveté, et pourtant c'était une ouverture pour assurer les relations de bon voisinage. Et qui serait profitable. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui voulait être en bon terme avec tous ses 9 voisins, ne pas créer des problèmes aux voisins, mais après un temps on constate que le voisin était de mauvaise foi. Vous avez des voisins qui avaient des agendas cachés. Malgré votre bonne foi, ils avaient des agendas cachés. D'où la nécessité d'y aller sur différents fronts. C'est vrai, nous ne fermons pas les cercles pour dire que nous allons seulement avec l'offensive qui est déjà lancée actuellement par les FARDC. Mais le président Tshisekedi ou le gouvernement congolais reste ouvert aux différents processus. Nous avons le processus de Nairobi, nous avons le processus de Luanda, et la communauté internationale appelle au respect des accords issus de ces deux processus. Le gouvernement congolais a observé, vous êtes journaliste, a observé ces différents processus de fond en comble, mais vous avez en face de vous des voisins, ou bien un voisin, le Rwanda, animé de mauvaise foi. Mais qui ne semble pas être inquiété jusque-là. Voilà, animé de mauvaise foi, et qui ne donne aucune impression de respecter. Mais il n'est pas toujours inquiété, Théodore Ngandou. Non, mais il y a eu des sanctions quand même, nous y allons. Il y a eu des sanctions à un certain moment. Certains hauts gradés de la rébellion ont été sanctionnés par la communauté internationale. Moi, je pense que c'est déjà un signal fort qui est donné. Le gouvernement congolais a montré en long et en large sa bonne foi. Mais nous avons en face de nous un voisin, le Rwanda, que nous devons bien pointer, qui montre à suffisance qu'il est déterminé à nous agresser, il n'est pas prêt à faire la paix avec nous. Bien que nous, on soit ouverts au dialogue. Le président Tshisekedi l'a dit tout récemment, nous sommes ouverts au dialogue. Le gouvernement congolais est ouvert au dialogue. Mais dialogue pas à n'importe quel prix. Pas un dialogue de surpoutrage, c'est-à-dire nous allons dialoguer comme avec le cas du M23 en 2013. On signe un fameux accord, on intègre dans l'armée, on fait un brassage, on réintègre ces mêmes individus dans notre armée. Après, on nous affaiblit encore. Dieudonné l'a dit, qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. Donc nous sommes là sur les deux fronts. Encourageons nos FARDC à rester sous cette ligne offensive. Encourageons les politiques, notamment le chef de l'État et tous les membres du gouvernement qui sont dans les secteurs de la défense et de la sécurité, de rester sur les différents processus déjà engagés. Quitte à voir, quand on nous agresse, on nous attaque de l'autre côté, on réagit. Et quand il faut aller dialoguer, nous dialoguons, mais nous dialoguons cette fois-là en position de force. Parce qu'il est question ici des rapports de force. Ouais. Vous n'allez pas aller dialoguer en position de faiblesse. On connaît déjà que l'armée congolaise est faible. Alors vous allez dialoguer sous cette position-là. Non. Renforçons notre armée. Donnons-lui les moyens. Heureusement, le gouvernement Sama Lukonde de son temps, avait fait adopter la loi sur la programmation militaire. Vous connaissez la loi sur la programmation militaire. Cette loi a permis aujourd'hui à donner plus de moyens à notre armée
et notre armée est en train de monter en puissance. Ça, on ne doit pas nous voiler la face. L'armée est en train de monter en puissance. Il faut l'indiquer. Quand l'armée monte en puissance, il faut aussi le dire. Il faut ne pas chercher toujours à condamner la même armée. Non, il y a des trahisons dans l'armée. Bien sûr, il y a des trahisons dans l'armée, mais l'armée est en train de monter en puissance. Et ça, il va falloir lui donner les moyens. Voilà. Théodore Ngandou, Dieudonné Bonali, Patrick Ilunga, merci de vos analyses, merci de vos réflexions autour de ce sujet important qui concerne la vie de la nation congolaise. Je vous dis infiniment merci. Et aussi à l'équipe technique, merci beaucoup pour le travail que vous avez réalisé pour la production de cette émission. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, merci et pour votre fidélité. Continuez à nous faire confiance et nous espérons vous revoir très prochainement avec le même plaisir.